Vous êtes sur Yemi, votre émission de santé publique présentée par l'Obs et Dr Angué Marcia et Pouspé Mangoy. Alors aujourd'hui, nous vous expliquerons pourquoi la santé publique nous concerne tous. Alors, tout simplement, la santé publique, c'est plus que de la médecine. Donc, elle ne se limite pas uniquement à soigner les malades, elle vise à prévenir les maladies, à protéger les populations et à améliorer les conditions de vie. C'est grâce à elle qu'on parle de vaccination, de dépistage, d'eau potable, de sécurité routière ou encore de lutte contre la pollution. C'est une discipline collective qui place le bien-être de tous au cœur des priorités. Alors, Doc, la santé mentale, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Alors, la santé publique a été la santé publique, effectivement. Excusez-moi. Ça va de pair. Ça va de pair, effectivement. La santé publique a été définie en 1952 par l'Organisation mondiale de la santé comme étant l'art et la science de prévenir les maladies, prolonger la vie, améliorer la santé physique et mentale. Alors, ça veut dire quoi tout ça ? Tout simplement, en français facile, il s'agit ici de tous les efforts concernés et les actions menées par un gouvernement pour promouvoir et améliorer la santé des populations. Allez-y. Il y a plusieurs axes de santé publique. On parle bien sûr d'abord de la prévention de la maladie. Ça fait partie d'ailleurs des missions de Yemi, c'est-à-dire parler des maladies, savoir comment les prévenir et éviter que ces maladies ne se développent en quelque chose de grave. Il y a aussi concrètement la lutte contre les maladies. Donc, comment est-ce qu'on traite une maladie ? Comment en guérir ? Comment contrôler les maladies dans notre pays ? La promotion de la santé, c'est donc encourager les comportements et les populations à faire des choix de vie qui vont favoriser la santé. Et la surveillance de la santé, c'est donc la surveillance de tous ces indicateurs de santé qui vont nous permettre de mesurer les problèmes qui peuvent survenir dans un pays. Tout ceci concourt à l'amélioration du système de soins dans notre pays. Au Gabon, on a deux documents sur lesquels on va s'appuyer. On a le plan national de développement sanitaire 2024-2027 qui a été donc rédigé l'année dernière. C'est un plan quinquennal qui fixe donc les objectifs de santé pour notre pays et on a également la politique nationale de santé. Donc ces deux documents sont vraiment le canevas sur lequel le gouvernement, donc par son bras séculier du ministère de la Santé, va mener des actions pour améliorer la santé de la population gabonaise. Alors on a parlé de prévention, de sensibilisation et tout ça m'emmène à vous demander, docteur, finalement, qui est concerné par la santé publique ? Oula, nous sommes tous concernés. Alors, de l'individu vers la communauté, vers les institutions, nous sommes tous concernés. Il faut vraiment que l'individu, le Gabonais, puisse s'approprier de sa santé, savoir quels sont les enjeux, qu'est-ce qui le touche selon la tranche d'âge et comment faire pour vieillir bien. Qui est le premier justement à impulser les choses, à mettre en place une stratégie pour justement améliorer les conditions de vie de la population ? D'accord. Le premier, c'est bien sûr le ministère de la Santé. Donc, c'est le gouvernement qui donne les objectifs de santé pour un pays, qui donne des orientations stratégiques et qui va effectivement nous permettre d'implémenter ces orientations à tous les niveaux de la chaîne. Si vous vous souvenez, là, il y a quelques années, nous avons fait une belle émission sur le système de santé du Gabon. Pour rappel, il y a 3 domaines du système de santé au Gabon. Il y a le système de santé publique, qui est donc les structures que vous connaissez, structures gouvernementales, les structures qui appartiennent à l'État, on va dire ça comme ça. On a le système de santé publique militaire, donc que vous connaissez également avec les HIA et les infirmeries militaires. On a également le système de santé privée. Donc, tout ceci forme un peu l'architecture de ce sur quoi est basé notre système de santé. C'est ce qu'on avait appelé la pyramide sanitaire. Maintenant, je pense qu'on refera un sujet là-dessus absolument. Pour vraiment expliquer aux auditeurs le rôle des différentes la pyramide sanitaire. Et vous comprendrez que dès la base, c'est-à-dire au plus proche de la population, nous avons des structures de santé de proximité, comme les cases de santé et les dispensaires en zone rurale, ou bien les centres de santé qui sont donc le niveau 1 exactement de l'offre de soins. Au niveau 2, on a les hôpitaux d'arrondissement et les centres hospitaliers régionaux qui vont donc être l'offre de soins de niveau 2, qui sont vraiment supérieurs, qui vont permettre l'hospitalisation, les prises en charge chirurgicales. Et au niveau 3, on a les pôles d'excellence, car au-delà de traiter,
on va aussi faire de la recherche. On est vraiment dans l'hospitalo-universitaire et là, on parle des CHU et des hôpitaux d'instruction des armées. Alors, on va reprendre les différentes cibles. Donc, qui est concerné par la santé publique? Nous avons d'abord la population, que nous appellerons le grand public, oui. Tout simplement parce qu'ils ont des droits aussi. Oui. C'est important de les connaître. C'est important de savoir aussi tout ce qui est mis à notre disposition afin de favoriser une meilleure santé. Mais nous avons également les décideurs publics, donc qui ont pour objectif en fait de renforcer les politiques sanitaires. Oui. Les professionnels de santé qui, eux, doivent relayer l'information, incarner, faire passer des messages. Les entreprises, donc pour intégrer cette santé publique au sein de leur stratégie, notamment la RSE, dont on parle de plus en plus au Gabon. Et ce serait bien d'ailleurs aussi que ces entreprises nous fassent part de leur stratégie en visant en fait à améliorer les conditions de vie sur un plan sanitaire de leurs salariés ou même de la population, parce que nous savons que dans certains domaines, comme par exemple dans le domaine pétrolier, il y a quand même des politiques RSE qui sont installées dans certaines localités et ça c'est important aussi de revenir dessus. Donc on reviendra dessus tout au long de nos émissions. Et vous avez les médias et les influenceurs qui ont donc ce rôle d'être des relais d'information et d'amplifier la diffusion des messages. Oui. Donc nous insistons vraiment sur les responsabilités de chacun parce que malheureusement dans notre pays on a tendance à penser, du moins certains pensent, que tout ce qui relève de la santé relève du ministère ou du gouvernement. Donc chacun a son rôle à jouer et ce serait bien que chacun fasse sa part. Absolument. Donc voilà. Concrètement Doc, aujourd'hui, quels conseils pourriez-vous donner aux entreprises justement pour améliorer la santé d'abord en interne et pourquoi pas auprès du grand public? Quand je dis en interne, c'est au sein de leurs entreprises. De leur entreprise, effectivement, parce qu'il y a deux volets en ce qui concerne les entreprises. Il y a la responsabilité sociétale d'entreprise qui est un moyen pour les entreprises d'impacter les communautés dont ils font partie, dans plusieurs domaines, dont la santé. Et il y a aussi la santé et sécurité au travail. Ça nous permet de garantir à nos salariés, garantir aux employés de meilleures conditions de vie et de travail pour éviter le développement de maladies professionnelles. Alors, c'est vraiment deux aspects. Quels outils justement mettre à disposition de ces entreprises-là pour véhiculer le message en interne? Oui, en fait, il y a des normes. Déjà, pour la santé au travail, il y a certaines normes, c'est-à-dire que selon le nombre d'employés, vous êtes obligé d'avoir en tant que société un médecin conseil qui est spécialisé en médecine du travail, qui va pouvoir surveiller les indicateurs de santé de vos salariés. D'accord. Vous devez aussi mettre en place un comité qualité, hygiène et santé et sécurité au travail qui va vous permettre également d'évaluer les conditions de travail de vos employés et vous permettre de savoir si oui ou non ils sont en danger de développer des maladies professionnelles. Et de façon plus large, les entreprises ont aujourd'hui la responsabilité de s'impliquer au niveau communautaire, d'impacter les causes qui sont vraiment des préoccupations des usagers, de leurs clients, de tous les usagers qui vivent dans ce pays-là et qui ont peut-être des préoccupations de façon spécifique. En ce qui concerne la santé, beaucoup d'entreprises se sont démarquées lors de la journée mondiale du paludisme, par exemple, par l'achat et la distribution de kits de moustiquaires imprégnés ou d'autres initiatives d'assainissement urbain. Donc ce sont vraiment des choses qu'on peut continuer à encourager en termes de partenariat public-privé avec le secteur privé et le gouvernement pour vraiment que tous les efforts soient consentis pour améliorer l'offre de soins dans notre pays. Alors, concernant justement la population, en quoi la santé publique est-elle si importante pour elle? Quels sont les moyens mis à leur disposition pour faire véhiculer justement tous ces messages? Pour la population? Oui, pour la population. Mais écoutez, Yemi est un moyen de véhiculer l'information. Effectivement. Mais nous rappelons que le ministère de la Santé, dans le cadre de la Direction générale de la promotion de la santé, a un service national d'éducation et de communication de la santé. Donc ça nous permet de véhiculer toutes les informations qui sont liées aux actions du ministère. À travers les campagnes. À travers la sensibilisation, à travers les grands axes stratégiques. Vraiment, à chaque fois qu'il y a une grande activité, je vous invite à regarder la page Facebook du SNEPS parce qu'ils sont très efficaces dans le relais des activités du ministère. Et basez-vous aussi sur nous parce que nous aussi, on va faire écho à ces messages-là et vous donner les bonnes informations en temps et en heure.
Effectivement. Alors concrètement, lorsqu'il n'y a pas de politique sanitaire, quelles sont les conséquences pour la population? Les conséquences sont désastreuses parce que s'il n'y a pas de politique sanitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision, de schéma organisationnel, d'axe stratégique pour implémenter la santé. On sait qu'on veut tous évoluer vers ce qu'on appelle la couverture sanitaire universelle, donc la CSU, mais il faut bien avoir une vision, il faut avoir une stratégie d'implémentation qui va nous permettre d'atteindre une couverture sanitaire à 100%. Donc sans stratégie, sans mise en place de vision pour le ministère de la Santé, il n'y aurait pas de possibilité d'implémenter la santé. Ce serait un système de santé qui serait désorganisé. Et vous remarquerez même que, juste pour donner un exemple, lors de la dernière crise sanitaire, donc de la Covid-19, enfin du moins l'avant-dernière, parce que la dernière c'était le virus de Marburg et autres, écoutez, il y a quand même eu d'abord un plan de riposte qui nous a permis de voir un peu, d'évaluer sur le terrain, de faire le diagnostic des structures sanitaires, où sont les spécialistes, où est-ce qu'il y a un manque d'infrastructures et ensuite quels sont les médicaments à acheter, comment est-ce qu'on va les disséminer au niveau de la population, comment est-ce qu'on va communiquer. Il y avait quand même une stratégie derrière de communication, de prévention et ça permet aussi de rassurer la population sur ce qui va se passer. D'accord. Alors prenons un exemple concret, Doc. Expliquons à la population, à nos auditeurs. Prenons l'exemple, je pense comme ça tout de suite à l'eau. En quoi le manque d'eau potable peut être un facteur justement d'un problème de santé publique dans un pays? Ah oui, mais c'est un gros problème. Et déjà, l'accès à l'eau, c'est l'un des objectifs de développement durable de l'Organisation mondiale de la santé. C'est un droit et c'est un devoir pour les États de garantir l'accès à l'eau potable pour les populations. Pourquoi est-ce que c'est un problème de santé publique? Parce que qui dit une eau qui est impure dit maladie. On a des maladies qui vont des plus graves aux moins graves. Vous pouvez choper l'hépatite A et E en consommant des produits qui sont impropres. L'eau qui est impropre va effectivement peut-être causer la prolifération de microbes comme la bilharziose, va causer plein de maladies. Il y a tout un éventail de maladies et ce serait vraiment désastreux pour les populations. Donc s'il n'y a pas un programme d'assainissement, de surveillance, de traitement, d'épuration, des stations de d'épuration d'eau, à ce moment-là, vous allez disséminer des maladies. C'est pour ça que d'ailleurs, au Moyen-Âge, on repart dans l'histoire, parce qu'il y a cette traçabilité-là, à chaque fois qu'il y avait de très vilaines épidémies, des épidémies comme le choléra, parce qu'on ne savait pas traiter les eaux, on ne savait pas faire des VRD, on n'avait pas de système d'évacuation d'eau et de déchets, on ne savait pas comment dérouter les eaux usées pour qu'elles ne soient pas réutilisées par la population. Ça faisait que de but en blanc, dès qu'il y a une épidémie de quelque chose, ça se dissémine comme une traînée de poudre et de fil en aiguille, le taux de mortalité était très élevé. Donc depuis qu'on a l'assainissement des eaux, on voit quand même une amélioration et certaines maladies d'ailleurs ont complètement disparu. D'accord. Alors docteur, aujourd'hui, s'il fallait faire passer un message aux différentes parties prenantes, justement responsables de cette santé publique dans un pays au niveau national par exemple, qu'est-ce que vous leur diriez au gouvernement par exemple, aux autorités publiques? Alors, moi, j'ai eu la chance de lire et de relire le plan national de développement sanitaire et je trouve qu'il est bien écrit. Il y a 5 aspects vraiment qui ont été taclés à l'intérieur. D'abord, le renouvellement des infrastructures, parce qu'il faut le dire, oui, il y a eu beaucoup de choses qui sont faites. Depuis 2020, on a vu plusieurs nouvelles structures sanitaires être poussé du sol. Je cite au passage l'Institut de maladies infectieuses, professeur Daniel Gaouma, qui est le premier dans son genre dans notre pays et qui nous permet effectivement d'avoir déjà un site pour la gestion des épidémies, si épidémie il y a. Ce n'est qu'un exemple. On aimerait également voir la mise à disposition du médicament à un prix vraiment dérisoire ou préférentiel au chevet du malade. C'est vraiment déplaisant de devoir prescrire à un patient des médicaments et qu'il fasse le tour de Libreville et qu'il aille dans tous les sens pour se les acheter alors que son parent est hospitalisé. La troisième chose qu'on aimerait voir, c'est le renouvellement du plateau technique. C'est vraiment ce qu'il faut. Il faut pouvoir avoir une imagerie de pointe, des services diagnostiques de pointe pour nous permettre d'avoir les bons diagnostics et une prise en charge rapide. Et en dernier, c'est la formation de nos ressources humaines.
humaines. Vraiment, qui dit formation, dit spécialisation. Je ne parle pas seulement des médecins, mais tous les métiers connexes. On a le personnel paramédical. Il faut des infirmières spécialisées en cardiologie. Il faut des infirmières spécialisées dans la gestion du bloc opératoire. Il faut des infirmières spécialisées pour la gestion des maladies infectieuses. Donc, tous ces pans-là doivent vraiment être mis en avant. Et après, on a tous les métiers qui sont autour du ministère de la Santé proprement dite. On a des ingénieurs biomédicaux pour faire la maintenance de nos appareils. Toutes ces choses sont vraiment importantes. On a les informaticiens sanitaires. On a les personnes qui gèrent... Oui, bien sûr. D'accord. On a des statisticiens, des biostatisticiens qui sont vraiment spécialisés dans la gestion de la donnée sanitaire et son interprétation. On a besoin de cybersécurité parce qu'il faut protéger nos données sanitaires. Ce sont des données à caractère personnel. Comment est-ce qu'on peut garantir que mon dossier médical ne sera pas vu ou partagé par n'importe qui? Donc, autant de pans... La confidentialité, c'est important. Absolument. Autant de pans qui sont importants. Et en dernier, bien sûr, la lutte contre les déserts médicaux. Parce que l'offre de soins qu'il y a à la capitale doit se répercuter au fin fond du Gabon. Donc les populations de l'arrière-pays ne doivent pas être marginalisées parce qu'elles sont loin. On devrait pouvoir avoir une offre de soins qui est à peu près égale à quasi identique en fait, peu importe où on se trouve au Gabon. Quel que soit l'endroit où on se trouve, absolument. D'accord. De façon plus courte, docteur, ce serait bien aussi de faire passer ce message aux entreprises parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs cas de dépression au sein même des entreprises. C'est de la responsabilité de qui, par exemple ? Ça dépend de la cause de la dépression. Si la cause de la dépression est parce que vous travaillez dans un environnement milieu toxique, professionnel toxique, à ce moment-là, effectivement, ça relève de votre employeur. Donc, ce sont des choses qu'il faut dénoncer. D'accord ? Il faut vous faire suivre par le médecin de l'entreprise. S'il n'y en a pas, faites un dossier d'expertise par un psychiatre, psychologue qui pourra effectivement établir la relation de cause à effet entre ce que vous ressentez et le milieu professionnel et dresser vraiment un bilan. Ça permettrait à votre employeur d'améliorer les conditions de travail et de vraiment promouvoir la santé. Il n'y a pas que la santé mentale, il y a plein d'autres choses dont on pourrait parler en ce qui concerne les maladies professionnelles. Les plus simples sont les maladies musculo-squelétales. Le fauteuil qu'on utilise au quotidien en entreprise, on n'en parle pas suffisamment. Absolument. Mais effectivement, il faut des fauteuils ergonomiques qui vont nous protéger au niveau de la colonne vertébrale et éviter qu'on développe des maladies comme les maux de dos, les lombalgies en terminologie médicale. On peut effectivement avoir après des cervicalgies au niveau du cou parce qu'on est tout le temps baissé sur l'ordinateur et on a une mauvaise posture. On peut aussi avoir des problèmes de vue à cause de la réflexion de la luminosité des écrans. Donc, il faut avoir un protège-écran. Donc, toutes ces recommandations... Il faut avoir un protège-écran. Absolument, au niveau de l'ordinateur pour éviter qu'il y ait non-stop cette luminosité intense. Et savez-vous d'ailleurs que ça cause aussi des troubles du sommeil. Donc, beaucoup de personnes ont des insomnies, mais c'est parce qu'ils sont tout le temps soumis à cette luminosité-là et qu'ils travaillent la nuit. L'Obs, je vous regarde. Je me reconnais, effectivement. Voilà, qu'ils travaillent la nuit et qu'ils sont habitués à la luminosité de l'ordinateur. Et après, ça perturbe parce que le cerveau, alors qu'il fait nuit à l'extérieur, a l'impression qu'il fait toujours jour. Et du coup, il tourne. Donc, ce sont autant de choses dont on devrait parler, les maladies professionnelles, et vraiment, on encourage les entreprises à s'impliquer dans les causes de santé publique pour aider le gouvernement, parce que le gouvernement ne peut pas tout faire. Les moyens sont limités. Il n'y a pas que la santé, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a plein d'autres problèmes. C'est vrai que c'est un domaine prioritaire, mais oui, ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul, absolument. Donc, les entreprises peuvent vraiment appuyer l'action gouvernementale pour nous permettre d'avoir une offre de soins optimisée. Je sais que vous sentez que je suis passionnée par le sujet, effectivement. Mais c'est vraiment la base. Vraiment, c'est la base. Très bien. Alors, chers auditeurs, j'espère que vous avez bien pris note. La santé publique, c'est vraiment l'affaire de tous. Donc, nous sommes sous la 5e République. Il faut qu'on change nos comportements, il faut qu'on change nos habitudes et qu'on prenne nos responsabilités. Ça, c'est important. Aujourd'hui, nous abordons ce sujet parce que Yémi, c'est une émission de santé publique et nous faisons la différence entre la simple santé qui relève de l'individualité et la santé publique qui nous concerne tous. C'est votre émission, c'est notre émission. Chères entreprises, c'est également votre émission. Aujourd'hui, vous avez une plateforme qui vous est entièrement dédiée et surtout 100% santé. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous
pour faire véhiculer vos messages de sensibilisation ou de prévention auprès de la population. Donc, vous aviez un autre message à faire passer à nos auditeurs de façon générale ou pas du tout? Non, pour moi, je pense que ça va, on a tout dit. Suivez Yemi et puis informez-vous sur la santé. Alors, nous vous rappelons que Yemi est disponible sur Urban FM du lundi au vendredi à 11h et que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos émissions sur nos différentes plateformes Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Alors, pour finir, chers auditeurs, aujourd'hui, nous allons parler de santé publique. La santé publique, ce n'est pas simplement l'affaire du ministère de la Santé. Attention, c'est l'affaire de chacun de nous. Donc, que vous soyez un citoyen, chers auditeurs, le rôle de la santé publique, c'est déjà comprendre, prévenir et agir avant de devoir guérir. Donc, c'est ce qu'on appelle la prévention. N'est-ce pas, Doc? Prévention et promotion de la santé. Très bien. Alors, en tant qu'entreprise, vous avez le devoir d'investir dans le bien-être de ceux qui font votre force au quotidien, c'est-à-dire vos employés. Vous avez également un rôle à jouer pour protéger vos équipes et porter des messages utiles à travers des outils tels que les événements, les sensibilisations en interne ou des ateliers simplement pour permettre à vos équipes de mieux se porter. Je pense là tout de suite aux campagnes, par exemple, pour la lutte contre le cancer, mais malheureusement, il n'y a pas que le cancer. Oui. C'est vrai qu'on fait un tabac à ce moment-là, en octobre et en novembre. Mais tout au long de l'année, il y a des thématiques, il y a des journées mondiales qui sont là justement pour nous rappeler que finalement, il y a quand même un environnement assez néfaste pour nous, pour notre santé, et qu'il est toujours utile de rappeler aux gens comment faire pour s'en sortir. Alors, donc en tant qu'entreprise, s'il vous plaît, prenez vos responsabilités également. Parce qu'il en va des bien-être des familles, tout simplement. Alors, qui d'autre? Je me suis adressée aux citoyens, je me suis adressée aux entreprises. Donc, en tant qu'institution ou simplement administration publique, vous êtes donc les garants d'un système juste, équitable et qui protège sans discrimination. Votre rôle est de penser stratégie, penser vision, penser global, penser au bien-être de toute la population. Et aujourd'hui, comme vous le savez, vous avez des outils, vous avez des programmes, vous avez des associations qui sont là pour vous accompagner sur le terrain. Donc, vous n'êtes plus seul. Il y a une nouvelle dynamique. Aujourd'hui, il serait judicieux, en tant qu'institution, en tant que gouvernement, de faire appel à toutes les forces vives et faire en sorte que ce soit l'affaire de tous. Vous donnez les instructions, vous donnez la vision et on les déploie sur le terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, Doc, nous ne sommes pas les seuls. Il y en a d'autres aussi aujourd'hui qui sont impatients de pouvoir apporter leur pierre à l'édifice. Alors, Yemi n'est pas simplement une émission, c'est votre outil. C'est un espace pour vulgariser, pour informer, pour sensibiliser. Alors, faisons en sorte qu'ensemble, la santé publique devienne un réflexe, un devoir et une priorité. C'est sur ces mots de fin que je vous laisse en espérant vous retrouver en bonne santé la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt. Retrouvez Yemi, votre émission de santé publique présentée par l'Obs et Dr Angué Marcia et Pouspe Mongoy sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Du lundi au vendredi à 11h. Yemi, votre émission de santé publique. Vous écoutez Urban FM 104.5.